Aujourd'hui, on va aborder des thèmes plutôt pointus, voilà, parce qu'on est là pour vous donner de l'information à valeur ajoutée, même si vous ne comprenez pas forcément tout. Je vais essayer d'expliquer de manière la plus simple possible. En tous les cas, c'est, je pense, des tendances qui puissent être intégrées soit dans vos business, soit dans vos stratégies d'investissement. Donc c'est des choses que vous devez savoir, qui sont pour moi voilà, les tendances, en tout cas digitales, des 10 prochaines années. Alors je vous laisse lire un peu le titre, mais on va y revenir. Voilà, alors qui suis-je ? Voilà, pas beaucoup se sont présentés, moi juste me présenter quelques minutes, juste une petite anecdote pour que vous compreniez qui je suis. Donc, petite histoire, en 2014, j'étais... Oui ? Là, comme ça ? Ok. Donc en 2014, j'étais chez ma femme, qui à l'époque était encore ma copine, et on discutait de l'avenir, et elle m'a dit « Qu'est-ce que je veux faire plus tard ?» Et je ne savais vraiment pas. Parce qu'en 2014, là j'ai 27 ans, donc ça me fait que j'avais 18, 19 ans, quelque chose comme ça. Et je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Mais vraiment, vraiment pas. J'avais arrêté mes études parce qu'elles ne me convenaient plus. Je ne me voyais pas continuer dans un travail classique parce que je n'avais pas la personnalité pour. Donc je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. Mais bon, écoute, donc elle me posait la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je lui ai dit, je ne sais pas, mais je vais bien trouver, quoi. Et bon, j'avais 19-20 ans, sur le principe, il faut quand même se bouger un moment. Et donc elle me dit, d'accord, bon, tu ne sais pas ce que tu veux faire, je comprends, voilà, je t'aime, je te fais confiance, mais est-ce que tu penses que si un jour on fonde une famille, tu sauras subvenir à ses besoins? Et là, cette phrase, je me suis dit, oui, en effet, oui, tout homme doit, voilà. Sauf que je ne savais pas comment, en fait. Et j'avais beau réfléchir, et en fait, cette question, elle m'a traversé, en fait. Parce que même si ça semble logique de faire quelque chose de sa vie, quand tu arrives à un moment où tu ne sais pas quoi faire et qu'il n'y a rien qui te passionne, parce que j'étais passionné par pas grand-chose, je faisais un peu de sport, je sortais, bon bref, un mec normal de 20 ans, j'ai envie de dire. Et du coup, je me suis posé la question, et je me suis posé donc sur le lit, mais vraiment, c'était, avec le recul, c'était une transcendance instantanée, en fait. Et du coup, je suis allé sur Internet et j'ai fait comment gagner de l'argent, tout simplement. Je n'avais pas de diplôme, pas forcément d'avenir prédestiné, ni de passion, et donc le début, comment gagner de l'argent. Et donc l'algorithme de Google, bref, fait que je suis vite tombé sur YouTube et assez rapidement sur Raphaël. Donc c'est aussi pour ça que c'est un marqueur important pour moi d'être ici, à ses côtés, parce que c'est une des premières personnes que j'ai découvert dans l'entrepreneuriat en ligne. Et vraiment, j'ai regardé ses vidéos et je me souviens très très bien des vidéos que j'ai regardées de lui et je trouvais assez inspirant. Et puis j'ai compris qu'en fait, on pouvait gagner de l'argent. On pouvait gagner de l'argent avec autre chose que son travail. Ça ne paraît pas logique pour tout le monde, en fait. Aujourd'hui, avec l'accès à l'information sur Internet, faut que je me dépêche. L'accès à l'information sur Internet, ça paraît logique, mais voilà, il y a 8 ans, ça n'était pas pour moi. Et du coup, j'ai découvert qu'on pouvait gagner de l'argent en investissant et en faisant de l'entrepreneuriat. Et à partir de ce moment-là, j'ai hustle pour trouver ma passion. Et bon, 2014, c'est passé jusqu'à 2017, j'ai fait plein de trucs. Bref, je vous passe toutes les choses avec quoi je suis passé. Mais du coup, j'ai découvert la crypto-monnaie un peu par hasard, je pense. Et aujourd'hui, j'ai donné tout ce que j'avais dans cet écosystème. Depuis 2017, 2018, j'ai même arrêté de travailler et pris quelques économies que j'avais réussi à gagner en 2017, la première montée des cryptos. Et je me suis mis à 100% dedans. Et voilà, aujourd'hui, parmi vous. Donc, on va parler de tous ces thèmes-là. Je vais surtout me concentrer sur les leviers d'investissement qu'offre le Web3, la crypto en général. Je vais parler de thèmes assez précis, assez pointus que peu de gens connaissent ou saisissent, en tout cas en intégralité. Mais bon, c'est important aussi, je pense, que vous saisissiez un peu le sujet. Alors, déjà, la DeFi. La DeFi, c'est un mot qui commence à être de plus en plus réputé. Ça veut dire Decentralized Finance, donc simplement la finance décentralisée. C'est la dématérialisation et la décentralisation, donc sans intermédiaire, tiers de confiance. Et donc du coup, vous pouvez interagir avec des leviers d'investissement sans société administrative qui vous donne l'autorisation, qui vous empêche, bref. Typiquement, un tiers de confiance, c'est une banque. Une banque, qu'est-ce que c'est? Elle dit, tu me confies ton argent, certes, tu as un retour sur investissement qui est faible, mais bon, la banque dit que voilà, grâce à moi, tu peux interagir avec des propriétaires, acheter d'autres types d'investissements, bref. Et l'avantage de cette suppression des tiers, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de cet intermédiaire de confiance qui, du coup, peut, par exemple, partir avec votre argent, parce qu'on a bien vu en 2008 Lehman Brothers, tout le monde dit oui, c'est un exemple parmi... Non, mais c'est vrai, je veux dire, il y a des gens qui avaient des milliards dans Lehman Brothers qui ont tout perdu. Et c'est pas parce qu'on vit dans une société occidentale que c'est pas impossible, et surtout en France. Donc bref,
La finance décentralisée, comme je l'ai dit, décentralisation et dématérialisation des leviers d'investissement. Ça, vous saisissez un peu ce que ça englobe. En fait, tous les leviers d'enrichissement et d'investissement que vous utilisez vous à titre personnel, bah, ils sont applicables sur la blockchain de pair à pair, pratiquement. Si je prends l'exemple de l'investissement, par exemple, immobilier, vous devez faire appel à une banque. Et ben, il existe des protocoles type AAVE, qui est un software, donc un logiciel sur la blockchain, qui met en relation des providers de liquidité et des gens qui ont besoin d'une liquidité. Donc typiquement, vous avez 50 000 € qui dorment sur un compte bancaire, au lieu de les laisser à la banque, vous les confiez à AAVE, et eux derrière vous donnent des intérêts dessus, et d'autres personnes vont emprunter l'argent derrière. Mais ça, c'est sans... Il n'y a pas une banque qui va étudier votre dossier en se disant « Mais monsieur, vous venez d'un milieu où il n'y a pas beaucoup d'argent, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas le droit d'emprunter de l'argent en fait. » Bah, l'avantage de ces outils de décentralisation de la finance, c'est qu'il n'y a personne en fait. Et moi, ce que j'aime, en tout cas, c'est un de nos combats à nous personnels, c'est que la DeFi, c'est l'open finance, c'est-à-dire une économie ouverte, permissive. Permissive, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'une entité qui va vous autoriser ou vous interdire, ou bref, d'utiliser. Vous avez juste besoin d'un wallet, d'un portefeuille Web3. Vous connectez à l'application, et puis c'est tout en fait. Vous n'avez pas besoin d'une personne qui va autoriser. Et elle est inclusive, c'est-à-dire... je voulais aller là, voilà. Inclusive, c'est-à-dire, si je prends l'exemple de l'Iran, qui subit des embargos américains depuis des décennies, aujourd'hui, un Iranien, avec un VPN, parce que bon, ils ont aussi des problèmes pour se connecter forcément aux sites, à tous les sites, bon bref, il peut se connecter à Internet, un Iranien, et investir dans des actions des GAFAM grâce aux produits dérivés qui sont sur la blockchain. Parce qu'il existe, par exemple, des actions que vous pouvez acheter de manière sous forme de token, de crypto-monnaie en gros. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, il n'y a plus la place à une entité malfaisante pour vous interdire de faire quoi que ce soit, en fait. Et c'est un des principes qui peut être intéressant, mais n'importe qui, en fait. C'est-à-dire, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, voilà, bah, vous pouvez vous servir des leviers d'enrichissement. Ça, c'est aussi important, parce qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle... le statut d'Accredited Investor. Donc en fait, si vous avez X millions en banque, X investissements immobiliers actifs, vous avez droit légalement à accéder à d'autres types, à d'autres classes de leviers d'enrichissement. Ça paraît un peu stupide de devoir être riche pour accéder à des leviers d'enrichissement. Voilà, le principe même de la finance décentralisée, c'est l'accès à tout type de personnes, peu importe son origine et son milieu social, d'accéder à des leviers d'enrichissement qui, je pense, pour moi, est la source de tous les problèmes, c'est-à-dire la pauvreté. Et l'inaccès à des leviers d'enrichissement, parce que les pauvres restent pauvres, et bon, c'est un peu le principe des sociétés actuelles. Donc, vous avez plusieurs types d'investissements dits passifs en crypto. Je ne vais pas aller dans les détails, mais vous avez ces trois-là. Ce qu'on appelle du apport de liquidité. Donc, comme je vous ai dit, vous avez un protocole. Comme c'est un protocole décentralisé, c'est juste un logiciel qui a été lancé par des développeurs, mais ensuite il fonctionne sans personne derrière. C'est-à-dire que n'importe qui peut se connecter et l'utiliser comme il veut, selon les fonctionnalités qu'offre le logiciel sur la blockchain. Et donc, l'avantage de ça, c'est que vous pouvez donc, du coup, toucher du revenu passif et ne pas avoir besoin forcément de banque pour placer votre argent quelque part. Le yield farming, c'est une stratégie au-dessus de l'apport de liquidité, un peu plus complexe, qui demande un peu plus de maîtrise. C'est une sorte d'apport de liquidité avec levier. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est... je pense, qui a entendu parler de Celsius dans la salle? Vous avez donc entendu parler de l'histoire, ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Le marché à dump a baissé fortement. Et en fait, Celsius, c'est une plateforme qui est une plateforme d'investissement en crypto. Donc, vous déposez vos fonds chez Celsius, il vous garantit... Voilà, ça paraît sécurisant, mais ce n'est pas. Il vous garantit que vos fonds seront déposés quelque part et que vous toucherez un yield, donc un revenu, un intérêt passif à peu près garanti, qui est assujetti à pouvoir être modifié, mais voilà, en tout cas, il est garanti. Et donc, de par cette garantie, donc le tiers de confiance, et ben, beaucoup de gens ont déposé leur argent chez Celsius. Et en fait, on s'aperçoit que derrière les sociétés comme ça, elles ont beau être accréditées par l'équivalent de l'AMF aux États-Unis, ils ont beau avoir des fonds de pension qui mettent de l'argent derrière, soutenus par les gouvernements et des fonds d'investissement. En fait, derrière Celsius, c'est des humains. Et donc, du coup, on sait très bien que l'humain est faillible. Et donc, ce qu'ils ont fait, Celsius, c'est que le marché descendant, ils n'ont plus pu garantir les fonds qu'ils avaient de leurs clients parce qu'ils étaient placés à droite à gauche.
Et généralement, ce type de plateformes, qu'est-ce qu'elles font? Elles font comme les banques. Vous leur donnez leur argent pour avoir 8% d'intérêt, eux, ils les placent pour en faire 20. Et comme ils prennent des risques avec votre argent sans vous le dire, parce qu'ils vous le garantissent, vos fonds, et ben, du coup, ils sont tombés. Enfin, ils sont en train de tomber, en tout cas. Bon, ils sont en train de se faire racheter par Goldman Sachs. Toujours, heureusement, ils sont là à la rescousse de la finance traditionnelle, bref. Ils sont en train de se faire racheter, mais ils ont quand même perdu des milliards de dollars de leurs clients, alors qu'ils étaient garantis. Voilà. Donc, il n'y a pas de garantie, en fait. À partir du moment où vous faites appel à quelqu'un qui vous vend une garantie, en fait. Il vous vend une garantie, il vous vend une sécurité. Mais la sécurité, elle n'existe pas. Donc là, c'est un petit exemple rapide de la puissance de la finance décentralisée. C'est un protocole que moi-même j'ai utilisé, qui s'appelle alchemix.finance. C'est un protocole qui vous permet de déposer du collatéral, donc des fonds, et vous pouvez récupérer 2 ans d'intérêt au jour 1 de dépôt. Alors que normalement, 2 ans d'intérêt, tu dois attendre 2 ans avant de récupérer tes fonds, enfin avant de récupérer tes intérêts, un peu tous les mois. Et ben, le protocole vous permet de récupérer 2 ans d'intérêt jour 1. L'aléa, c'est que vous devez bloquer le capital 2 ans dans la plateforme. Donc c'est aussi intéressant, ça donne lieu à certaines stratégies de trading. Je peux vous en donner une au hasard, ou d'investissement. Vous déposez, je sais pas, vous avez 10 000 € de Bitcoin. Vous n'avez pas envie de les vendre, parce que vous croyez au Bitcoin dans le futur. Et ben vous déposez 10 000 $ de Bitcoin sur le protocole, et vous pouvez récupérer jusqu'à 50% de votre capital maximum. Voilà. Donc tu peux récupérer 5 000 $ directement d'intérêt, jour 1. Donc en fait, tu as toujours tes 10 000 $ de Bitcoin, et tu peux te servir de tes 2 ans d'intérêt tout de suite. Donc c'est assez intéressant. Par contre, la seule chose, c'est qu'il faut soit rembourser le prêt pour récupérer son collatéral, soit attendre 2 ans, voire plus si les taux d'intérêt fluctuent. Donc c'est un outil puissant, c'est un outil très très puissant pour se dégager un complément de revenus, mais selon moi, il n'y a pas de revenus passifs encore en crypto, parce que c'est un écosystème trop récent, trop immature pour vraiment dire revenu passif. Moi j'ai pris l'exemple de la conférence de Raphaël tout à l'heure. Pour le coup, les dividendes, c'est du revenu passif. Parce qu'il y a certaines garanties néanmoins, même si moi je ne fais confiance à aucune entité centrale, mais bon, ça c'est une conviction personnelle, mais il y a certaines garanties, et puis en effet, on voit bien que, voilà, enfin moi j'ai constaté, la courbe des dividendes voilà, reste nette. Tandis qu'en crypto, c'est assujetti à fluctuer, bon bref. Vous pouvez aussi, ce qui est intéressant, assurer vos fonds. Ça, c'est un truc qui a vraiment changé la donne en crypto, parce que beaucoup ont peur de déposer de l'argent en collatéral sur des protocoles décentralisés, parce que déjà, il faut pouvoir s'en servir, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. En termes d'expérience utilisateur, on est quand même assez loin d'une adoption globale massive, mais bon, bref, en se mettant 3-4 après-midi, en concentrant un peu, n'importe qui peut y arriver. Surtout, voilà, vu les générations que vous êtes, on est tous des digital natives, je veux dire, pas de problème à utiliser ça en s'entraînant un peu. Et ben, Nexus Mutual change la donne, parce que si les protocoles décentralisés sont utilisable après un certain entraînement, il y a quand même la possibilité de se faire hacker, qu'il y a une faille dans le smart contract ou dans le logiciel. Et du coup, Nexus Mutual, c'est une assurance qui vous permet du coup une assurance mutualisée et décentralisée, qui vous permet de souscrire une assurance. Et si le protocole se fait hacker ou tombe pour peu importe quelle raison, il vous rembourse vos fonds. Il y a certaines personnes qui ont pris une assurance sur Nexus Mutual pour Celsius et qui ont du coup touché leurs fonds. Donc ça en fait, c'est de plus en plus d'applications qui viennent s'apposer à la finance décentralisée facilitent l'accès et la globalisation, parce que sans garantie, sans assurance et sans X, c'est difficile, selon moi, de mettre des grosses sommes d'argent sur des protocoles sans avoir peur. Enfin, moi, je sais que des fois, j'ai déposé des sommes sur des protocoles et je n'étais pas serein. Bon, bref. Alors, comme j'ai dit, contrairement à une stratégie de dividende, on n'est pas sur un revenu passif ici. Pour moi, il n'y a pas de revenu passif en crypto. Tu peux avoir un revenu passif en crypto, mais il faut être proactif de manière générale. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire attention à son investissement, le suivre. Ce n'est pas tu cliques une fois et tu attends 3 ans et c'est bon. Non, tu dois vérifier tes investissements, tu dois continuer à suivre ce qui se passe, à suivre les avancées du protocole, s'il y a des problèmes. Bref, il faut que tu restes alerte sur ce qui se passe, parce qu'il y a souvent des signes avant-coureurs. Celsius, même Encore Protocol, j'imagine que vous avez tous entendu parler d'Encore Protocol il n'y a pas longtemps, qui a eu des milliards et des milliards. Qui connaît ici ? Ok, donc beaucoup, c'est bien. Ça a fait parler dans les médias surtout. Encore Protocol, nous on a eu des signes avant-coureurs avec mon associé, et plusieurs semaines avant le crash, on a dit les gars, sortez quoi, parce qu'il y a des signes avant-coureurs, mais ils sont reconnaissables. Par contre, il faut suivre, et il faut savoir comprendre ces signes avant-coureurs. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de revenu passif vraiment si tu veux juste appuyer sur un bouton et attendre. Oui, comme je disais, de manière générale, vous serez bien plus rentable à acheter du Bitcoin et l'Ethereum et à attendre plutôt qu'à aller chercher du revenu passif. En fait, les revenus passifs sont tellement démocratisés de par tout ce qui est infoprenariat et investissement digital, mais du coup, j'imagine que vous tous dans la salle, vous cherchez à dégager des revenus passifs, ça vous dégage du temps pour faire d'autres choses.
Et donc du coup, beaucoup se laissent avoir en cherchant du revenu passif en crypto alors que l'écosystème n'est pas prêt. En tout cas, il ne convient pas à tout le monde. Il y a certains types de personnalités comme moi qui aiment bien regarder, suivre, creuser, voilà, et d'autres types de personnalités qui n'ont pas forcément envie, ni le temps, ni les compétences, ni bref. Parce que l'air de rien, la blockchain, bon, même si le principe est compréhensible, une base de données distribuée à travers des ordinateurs dans le monde, voilà, je peux comprendre que ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Alors, intéressante, une tendance que je trouve que j'ai repérée et dans laquelle j'avais investi à un moment donné, plus maintenant parce que bon, moi voilà, le marché est baissier, donc moi je n'investis pas quand il y a du risque de descendre. Bon, bref, c'est une stratégie personnelle. Mais farming as a service, c'est assez intéressant. Donc, je vous ai parlé de yield farming précédemment, donc c'est une sorte de revenu passif de par l'apport de liquidité. Et ben ça, c'est des sociétés donc, qui lancent des tokens autour de leur projet et du coup dégagent un revenu passif et donc ont eu un suivi proactif et dynamique des fonds. Parce qu'en fait, les taux changent selon les protocoles, parce qu'il y a une dizaine de blockchains, une dizaine de réseaux différents, des centaines de protocoles différents, et c'est un arbitrage constant. Si tu veux dégager des revenus passifs, il faut faire un arbitrage constant, changer, récolter, aller ailleurs. Ça, c'est long, c'est chronophage, et tout le monde ne peut pas le faire. Même moi, je n'ai pas forcément envie de prendre le temps tout le temps. Des fois, je me dis juste, mes fonds seront bien mieux sur Ledger que me faire chier. Voilà, bon, bref. Et ces sociétés-là sont vraiment spécialisées pour faire ce genre de bons dynamiques. Et donc, ce que vous pouvez faire, ceci n'est pas un conseil financier évidemment, achetez le token, donc c'est Reimaginate Finance et Exponential Capital. Ça, c'est deux sociétés que j'aime bien. Il y a certains problèmes par la suite dont je vais vous parler, mais vous pouvez acheter leur token et en échange, donc en achetant et en stakant leur token, vous avez droit à 20% des revenus journaliers de ce qu'ils dégagent. Et plus la pool est grosse, plus vous avez un revenu évidemment. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de faire ce saut-là. Et on est sur des gains, ça dépend, mais entre 1 et 5% par semaine, selon le moment. Donc on est sur, voilà, c'est quand même très élevé. Mais il y a un fort risque, évidemment. Mais comme tout en crypto, il n'y a pas de, vous ne pourrez pas aller faire du rendement. Moi, j'ai compris bien trop tard que le risque est très, très élevé en crypto. J'ai perdu des sommes qui feraient pleurer ma famille. J'ai perdu des sommes qui m'ont fait pousser des cheveux blancs. Donc vraiment, ce n'est pas un écosystème où si vous voulez faire beaucoup d'argent, voilà, il faut avoir l'estomac solide. Moi, ça a permis de forger une partie de ma personnalité aussi, parce que j'ai commencé à la crypto. Ouais. J'avais 22 ans, quelque chose comme ça, j'en ai 27. Donc ça m'a aussi forgé d'une certaine manière. Je trouve que ça apporte beaucoup d'humilité, en fait, de manière générale. Parce que là, les associés devant le confirmeront, mais on s'imagine vite les rois du monde en crypto, même peu importe l'expérience que vous avez. Et à un bout d'un moment, tu prends toujours des coups d'humilité dans la tronche. Et ça, c'est important, parce que l'humilité, dans la vie en général, ça sert. Donc, comme j'ai dit, 20% des frais de gestion sont versés aux détenteurs du token. Donc vous pouvez aller voir, hein, c'est le token EXPO, EXPO, et le token REFI, REFI. Eux, donc, comme j'ai dit, ils cherchent à maximiser l'apport en liquidité en yield farming. Ce n'est pas du trading à proprement parler. Eux, ils vont chercher vraiment du passif. Voilà. Donc il y a des risques réels, comme j'ai dit, on n'a pas rien sans rien, plus particulièrement en crypto. Ça, c'est des choses sur lesquelles on insiste trop peu, mais on voit beaucoup de gens sur Internet qui parlent, YouTube, des infopreneurs, des trucs qui vendent des formations crypto et qui vous disent que c'est la chance de votre vie. Il y en a beaucoup pour qui la crypto, ce n'était pas du tout la chance de leur vie. Il y a beaucoup de gens qui sont allés dans des sphères, des abysses mentales très, 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 très profondes. Je connais des gens qui ont tout perdu et qui ont perdu leur santé dedans. Il y a des gens qui sont morts parce qu'il y a des gens qui ont tout perdu. Vraiment, vous voulez chercher du rendement, c'est bien. Il faut garder en tête qu'il y a vraiment beaucoup de risques en crypto. Alors évidemment, ce n'est pas un disclaimer pour vous dire n'y allez pas. Juste qu'il faut savoir où vous allez en fait. Parce que je suis obligé de contrebalancer quand tout le monde vous dit que c'est facile. Je vous dis que c'est très difficile. Moi, ça fait 5 ans que je suis dedans et à plein temps. Et je peux vous dire que je galère encore et je recherche. Même moi qui suis dedans tout le temps, je loupe des trucs. Je n'ai pas toutes les informations parfois. Donc voilà. Ça demande une gestion active. Donc si vous voulez investir en crypto, il faut savoir en fait. Il faut accorder le temps pour gagner de l'argent. Et si vous ne voulez pas accorder le temps, dans ce cas, vous achetez du Bitcoin, vous le laissez sur Ledger et vous attendez. Bref. Donc une mauvaise gestion des fonds, comme j'ai dit, de ces sociétés-là pourrait du coup faire perdre leur capital et donc du coup perdre la valeur du token, ou tout simplement le fait qu'ils n'arrivent plus à dégager du profit ferait perdre du coup en cours le token et donc vous pouvez perdre votre argent comme ça. Et il y a même des sociétés qui vous autorisent à déposer du capital
dans leur pool d'investisseurs. Et encore une fois, la plupart de ces sociétés-là sont anonymes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a des régulations dans tous les pays du monde, et que de manière générale, si tu as envie de créer un protocole de revenus passifs, de générer des profits et du coup prendre une partie des profits, bah, ça s'apparente à un fonds d'investissement. Et dans la plupart des pays du monde, c'est des choses qui sont régulées. Et tout le monde n'a pas envie d'aller vivre au Barbade. À la Barbade, par contre, je trouve ça peut-être intéressant, mais bon, il faut avoir envie d'aller habiter là-bas. Et donc, du coup, la plupart des projets sont anonymes. Et il faut faire confiance aux gens qui gèrent les fonds, il faut faire confiance évidemment à la personne. Puis si tu perds tes fonds, tu vas courir après un anonyme sur Internet, voilà, c'est pas simple. Par contre, les avantages de ce type de token, c'est que vous n'avez pas de recherche longue et fastidieuse et dynamique, et ça se rapproche un peu plus d'un revenu dit passif. Mais encore une fois, certains risques. Autre tendance, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué Farming as a Service, j'aurais dû juste laisser le titre dans dessous, fonds d'investissement décentralisé. Autre secteur intéressant, donc Enzyme.finance, ça vous permet de créer votre propre fonds d'investissement décentralisé. Donc vous avez une interface qui est assez simple d'utilisation. Vous devez vous connecter, donc tout se fait en se connectant avec un portefeuille. Un portefeuille type Web3, c'est-à-dire MetaMask, XDeFi. C'est encore mieux si vous pouvez relier ça à votre ledger parce que ça donne encore plus de sécurité. Beaucoup de gens utilisent juste MetaMask, comme a dit Rémi, ils utilisent juste MetaMask, alors qu'en vrai MetaMask, c'est ce qu'on appelle un hot wallet, et donc il est connecté à Internet. Et il suffit que vous faites du streaming ou vous allez sur les mauvais sites, voilà, et vous pouvez perdre vos fonds. Et il y en a beaucoup qui le perdent comme ça. Et croyez-moi, je connais des gens expérimentés et qui ont fait leur boss sur Internet et qui encore se font avoir comme ça. Donc Enzyme Finance, c'est cool, parce que vous pouvez avoir une interface du coup pour gérer votre fonds d'investissement décentralisé. Quand je dis fonds d'investissement décentralisé, en fait la plateforme vous offre du coup la possibilité donc, de créer un smart contract sans devoir faire du développement informatique. Et peu de gens ont les compétences en développement pour maîtriser ces codes-là, et en plus de faire des smart contracts. Tout le monde sait ce que c'est qu'un smart contract ici. Je me dis ça, mais est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un smart contract? Ok, ça va, beaucoup de gens qui connaissent quand même, c'est bien. Un smart contract, c'est quoi? C'est du langage, du code de développement qui a été mis sur la blockchain et qui en fait permet de remplir des conditions. Voilà. Les conditions sont préécrites et c'est tout en fait, tout simplement. Ça permet de respecter certaines fonctionnalités limitées par le code de développement, voilà, tout simplement. Et donc la plupart et même toutes les applications décentralisées que vous avez sur la blockchain sont rédigées sous la forme de smart contracts qui permettent de diriger les interactions entre les users, de diriger l'interaction des fondateurs, de ce qu'ils peuvent faire et tout ça. Voilà. Ça permet de sécuriser l'environnement de l'application. Donc, l'avantage de Enzyme.finance, alors vous aurez les présentations, et c'est pour ça que j'ai parlé de choses un peu complexes parfois, parce que vous avez tous les sites et toutes les ressources que je vous ai mis à la fin de chaque thème, pour que vous puissiez aller regarder par vous-même, c'est super important, si ça vous intéresse évidemment, parce que tout le monde n'est pas intéressé par créer un fonds d'investissement décentralisé, néanmoins ça peut être quelque chose qui peut être fait entre potes, admettons, parce que là, c'est rédigé par des smart contracts, vous avez un dashboard, donc une interface, qui permet de mettre toutes les lignes qu'il y a et toutes les transactions qui ont été faites. Et c'est assez bien pour la transparence. Et puis, c'est plutôt sécurisé, Enzyme Finance. Et encore une fois, si vous avez peur, vous pouvez aller faire assurer vos fonds sur Nexus Mutual.io. Donc, un avantage pour les gestionnaires et les créateurs du fonds, c'est que lui, il se connecte, il crée les smart contracts en ce qu'on appelle no-code tool, donc ils n'ont pas besoin de connaître le langage de développement pour lancer leur fonds d'investissement décentralisé sur la blockchain. Et puis ensuite, lui, il peut gérer directement la stratégie depuis l'interface d'Enzyme. Enzyme, en fait, offre 40 actifs différents et une vingtaine de stratégies différentes. Alors, on est limité, du coup, par la plateforme sur ça. Et donc, vous devez composer avec les 40-50 stratégies disponibles, et vous pouvez du coup créer votre fonds, manager de manière assez simple et très pratique. Donc vous n'avez même pas besoin d'être un analyste financier ni un développeur pour gérer un fonds d'investissement décentralisé, et c'est ce qu'offre Enzyme Finance. Donc du coup, pour le dépositaire, donc vous l'utilisateur, vous avez à vous connecter et juste à envoyer les fonds sur le smart contract, c'est tout. Vous n'avez pas à faire d'autre chose. Donc c'est assez intéressant pour se diversifier. Sur Enzyme Finance, vous avez aussi un leaderboard de tous les fonds d'investissement qui existent. Vous pouvez suivre leur performance, vous connecter à l'application. Tout est anonyme. Vous n'avez même pas besoin de signer, de ce que vous. Enfin, voilà, vous n'avez pas à tous les emmerdes des intermédiaires bancaires, régulateurs, voilà.
parce que la problématique de ces plateformes centralisées, c'est que tout est fait pour vous mettre des bâtons dans les roues, en fait. Vous devez passer des KYC, donc donner votre numéro fiscal pour investir. C'est très contraignant. Moi, je sais que sous les conseils de Raph, je suis allé sur DeGiro et j'ai pas fait une inscription parce qu'ils me demandaient des informations que j'avais pas envie de donner, en fait. Des choses que j'ai pas envie qu'une entité centrale possède, et puis je sais pas ce qu'ils vont en faire, quoi. Tu veux faire quoi de mon numéro fiscal? Tu vas faire quoi avec cette information si je fais des profits, tu vois? Ça me dérange à titre personnel. Et donc, du coup, Enzyme Finance, elle permet de se connecter, donc de ne pas avoir de Know Your Customer, donc de ne pas donner son passeport à une plateforme centralisée, de ne pas signer des papiers dans tous les sens, de clauses de responsabilité, de trucs. Pour le gestionnaire de fonds, c'est bien parce que, comme j'ai dit, pas de contrat. Et pour l'utilisateur, c'est bien aussi parce qu'il est anonyme, il peut récupérer ses fonds quand il veut. Et il y a une grande flexibilité sur les stratégies possibles. Et donc c'est, pour moi, une stratégie intéressante pour se diversifier, si jamais vous avez envie. Je pense que c'est intéressant d'y aller, de regarder comment ça marche. Si vous voulez, il y a des tutos sur YouTube. Vraiment, c'est très facile. L'information, elle est libre d'accès par tout le monde. Tellement de créateurs en ligne de contenu sur YouTube qui vous expliquent, qui vous fait des tutoriels. Vraiment, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a même pas besoin d'avoir un master finance pour créer un fonds d'investissement, le gérer ou même investir dedans. Donc tout est décentralisé, tout est sur la blockchain, donc tout est transparent. Ça change tout, parce que vous n'avez pas du coup un Celsius qui va mettre les fonds à 20% et du coup se faire une marge sur vous, et puis au final c'est vous qui payez les pertes. C'est un peu gros pour moi. Donc l'avantage de la blockchain, c'est que c'est transparent. Voilà. Et donc si le gestionnaire fait un mauvais travail, vous pouvez lui reprocher et vous pouvez retirer vos fonds s'il faut. Là je vous ai mis des liens qu'il faut aller voir pour approfondir et pour voilà. Donc déjà, là, on a passé un gros thème. Si vous avez suivi jusque-là, bravo, parce qu'on va assez vite quand même. Je ne sais même pas combien de temps... Il n'y a pas un compteur de voir combien de temps j'en suis là? Pardon? Encore 30 minutes? On va passer à la slide suivante. Du coup, organisation autonome décentralisée. Alors, je ne vais pas aller dans les détails. Une DAO, c'est quoi? C'est un regroupement d'anonymes sur Internet autour d'un software, donc d'un logiciel, comme j'ai dit tout à l'heure, une application décentralisée, et qui permettent du coup de se mettre en commun pour un objectif supérieur. Typiquement, vous vous réunissez à 10 potes. L'exemple d'une DAO intéressante, je vais vous dire. Du coup, vous êtes 10 potes, une bande de potes, 10. Vous avez envie de faire des vacances ensemble. Vous ne savez pas où aller. Bref, vous voulez faire une activité commune toutes les semaines. Vous déposez chacun, par exemple, $100 dans le smart contract de la DAO. Et en fait, la DAO est programmée de tel type qu'elle vous renvoie au prorata de ce que vous avez mis dans la trésorerie un nombre de tokens, donc qui correspond du coup, s'il y a 10 000 euros dans la pool et que vous mettez 1000 euros, enfin $1000, vous récupérez du coup 1000 tokens, donc un token pour un USD. Et donc ce token-là vous permet d'avoir un pouvoir de vote. Et c'est assez facile, je vais vous donner toutes les ressources pour créer vos DAO, pour les mettre en place. Vraiment, c'est accessible par tout le monde. Ça paraît complexe, mais ça ne l'est pas. Vraiment, tout ce qui est investissement, finance, ça paraît complexe, mais une fois qu'on s'y intéresse, vous le savez, vous êtes tous là, si vous y intéressez assez, et vous prenez le temps de comprendre, tout est accessible. Et plus particulièrement la crypto, parce qu'elle travaille à être de plus en plus UX, UI friendly. Donc ça, c'est aussi un des combats importants. Donc savoir où cliquer, no code tool, très facile. Et donc, je reprends l'exemple, vous êtes 10, vous mettez $100 chacun dans une DAO, donc vous avez du coup $1000 de trésorerie, et vous pouvez, du coup, à travers une application, faire des votes. Donc vous pouvez mettre en place des votes, où est-ce qu'on va cette semaine, voilà, et puis vous payez les sorties avec la trésorerie de la DAO. Bon, ça paraît un peu complexe, c'est plus simple de le faire ça entre nous en physique, mais imaginez des organisations sur Internet, en fait. Je ne sais pas, est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu des amis en ligne, ou fait partie de communautés de gens que vous ne connaissez pas et qui vous parlent souvent? Est-ce qu'il y en a parmi vous? Dans les jeux vidéo, sur les groupes Telegram, peu importe. Pas beaucoup quand même, hein, ça m'étonne. Les forums, peu importe, non? Instagram même. Vous réunissez entre followers d'un influenceur, je ne sais rien, et puis vous vous organisez des trucs, et puis voilà, ça me permet d'organiser des communautés sur Internet, les DAO. Donc le token de vote que vous récupérez, c'est ce qu'on appelle un token de gouvernance. Gouvernance, pourquoi? De la gouvernance, c'est pouvoir mettre en place des propositions, voter. La DAO, on se base sur un principe ultra démocratique, et totalement transparent. Voilà. Contrairement
à d'autres. Bref. Chaque décision du coup prise par la DAO est proposée par les membres et votée par les membres. Exemple d'une DAO, et ça fait assez parler aux États-Unis, MakerDAO, donc du coup c'est un protocole de finance décentralisé, donc qui permet de faire des emprunts, donc du loan et du borrowing sur des capitaux. Les créateurs de la plateforme, ils ont du coup lancé un token MakerDAO qu'ils ont distribué au prorata de l'utilisation de tous les utilisateurs de la plateforme, donc gratuitement ils ont eu un token. Vous avez tous entendu parler du token Uniswap, il y en a beaucoup qui l'ont dû le toucher, il me semble Arnaud tu l'as eu, Rémi tu l'as eu, bref, vous avez beaucoup qui ont utilisé Uniswap ont eu des tokens gratuits, et ben Maker a fait la même chose, c'était même le premier à le faire. Donc ils ont distribué des tokens gratuits à tous les utilisateurs de la plateforme. En fait, pour récompenser les utilisateurs, et ben, ils ont eu des tokens gratuits, tout simplement parce que c'était eux, entre guillemets, le corps de la plateforme, vu qu'ils étaient les utilisateurs. Ce qui paraît logique, non et donc la SEC, donc l'équivalent de l'AMF aux États-Unis, a voulu condamner et suivre en justice les créateurs, les fondateurs de Maker, parce qu'en fait, ils ont lancé un security token, parce que tous les détenteurs des tokens ont pu du coup toucher des intérêts, mettre en place des propositions. Et quand tu as du pouvoir de vote sur un protocole qui te génère de l'argent, eh ben, ça donne beaucoup de pouvoir. Et notamment, un truc intéressant, c'est que les détenteurs de du token maker, ils ont mis en place un vote pour réduire le nombre de tokens. Donc en fait, ils ont brûlé une partie du supply qui était détenue par un smart contract, qui devait être libéré de manière fréquente. Et donc en fait, ils ont réduit l'émission du token, donc diminué l'offre pour une demande équivalente. Ça a fait augmenter le prix du token. Et l'équivalent de l'AMF aux États-Unis n'a pas du tout aimé parce que c'est une manipulation de marché. Sauf que tu convoques qui en justice, en fait? Parce que c'est les gens autour du monde, en fait, qui ont voté, qui ont mis en place les décisions. Donc ça offre pas mal d'opportunités pour les communautés et ça rend plus de pouvoir, je trouve, aux entités à travers le monde. S'il y a un problème pour moi, s'il y a un problème, en fait, le vrai problème que résout la finance décentralisée, c'est quoi? C'est qu'elle met un terme, en tout cas partiel, évidemment, ça donne une alternative aux entités centralisées qui existent actuellement. La problématique dans des sociétés contemporaines capitalistes, c'est qu'on n'a pas d'alternative. Si demain tu veux payer un loyer, plus personne n'accepte le cash. Donc tu es obligé de passer par une banque. Mais si un jour tu n'as pas le droit à accéder à une banque pour X raisons, il y a plein de gens, d'essayistes, d'auteurs, de politiques qui ont été interdits bancaires pour certaines raisons. Et donc comment tu fais en fait si tu n'as pas de banque en France? Tu ne peux pas en fait. Et donc moi ce que j'aime bien du coup la finance décentralisée, c'est qu'elle permet de donner une alternative. Et c'est important d'avoir une alternative parce qu'on a beau vivre dans des démocraties et dans des sociétés économiques plutôt croissantes comparées à d'autres pays et à d'autres continents, on ne se rend pas compte. Un exemple pertinent, le Canada. Le Canada, qui est quand même un des modèles démocratiques occidentaux en Amérique. Il y a un an, il y a eu une espèce de révolte, une espèce de mouvement gilet jaune. C'était les truckers, je ne sais plus comment ils s'appelaient, bref. Les convois de la liberté, exactement. Qui ont bloqué les routes, qui ont remonté la capitale, bref, qui ont fait chier un peu tout le monde et le pouvoir. Et du coup, l'exemple même de la démocratie d'Amérique, ils ont fait quoi d'après vous? Ils ont fait quoi pour mater la rébellion? Ils ont gelé les comptes en banque de ceux des manifestants. Voilà. Donc certes, ça fait chier tout le pays, certes, les gilets jaunes, ça a fait chier aussi un peu tout le monde. Néanmoins, si une entité centrale étatique peut se permettre de mater les révoltes politiques de cette manière, du coup, en fait, on est totalement dépendant des pouvoirs. Et c'est la problématique selon moi, parce qu'à partir du moment où vous êtes dépendant de l'État, vous n'avez pas grand intérêt à vous rebeller. Et si vous avez une alternative, moi j'utilise souvent cet exemple, mais si un jour, par exemple la France ou un autre pays devient soit communiste, soit bref, et condamne les opposants politiques, si vous votez mal ou vous exprimez mal sur les réseaux sociaux, ils peuvent vous empêcher en fait, ce droit, vous saisir vos biens. L'air de rien, l'immobilier est saisissable. Alors certes, je ne critique pas, ce que je veux dire c'est que si demain vous êtes un opposant politique et que l'État le veut, il vous saisit tout ce que vous avez. Au Venezuela, c'est arrivé. Au Venezuela, j'ai rencontré un réfugié Venezuela, là où j'habite, et il m'a dit qu'il avait un restaurant, il avait 2 voitures, une grande maison. Chavez, il est arrivé, il a dit « t'es trop riche, du coup je te saisis tes biens parce que
t'as forcément arnaqué des autres, quoi. Et du coup, il s'est retrouvé en France, réfugié politique, et il me dit, il avait tout là-bas. Il avait un grand restaurant, c'était un chef, il avait une maison et tout. Il était là avec ses 3 enfants à Bordeaux, et voilà, il ne savait pas quoi faire, quoi. Et donc, malheureusement, alors certes, c'est le Venezuela, certes, ça reste des régions du monde qui n'ont jamais forcément été très démocratiques. Néanmoins, voilà. Je pense qu'il ne faut pas être exclu à une alternative. Et donc, moi, j'ai une partie de mon network en crypto. Et si jamais demain l'État il me dit bon bah aujourd'hui on est tous égaux et tout le monde doit gagner pareil, bah, je dis non et je m'en vais. Et ils peuvent me saisir ce qu'ils veulent. Physiquement, j'aurai toujours de l'argent pour repartir. Donc voilà, ça j'en ai parlé. Exemple, faut que j'aille vite. Exemple de constitution DAO que je trouve cool pour expliquer comment des communautés sur Internet peuvent se réunir. Il y a des anonymes qui se sont mis là dans la tête d'acheter une des copies de la Constitution américaine, parce qu'une des copies de la Constitution américaine a été mise aux enchères à Sotheby's aux États-Unis. Et donc, des mecs sont réunis, anonymes sur Internet, sur Twitter en plus. Hein. Ils ont créé un compte Twitter, ils ont créé un site, ils ont créé une application, et ils ont réuni 40 millions de dollars en 7 jours. Incroyable. Et en plus, il n'y avait aucun gain financier. Hein. C'était juste purement du don. Et en fait, ils voulaient prouver que s'ils arrivaient à acheter un exemple de la Constitution américaine, ce qui paraît complètement fou, et ben, ils pouvaient tout faire. Vraiment, ils sont inarrêtables. Les anonymes sur Internet sont inarrêtables s'ils arrivaient à faire ça. C'était le but. Et donc, du coup, ils ont réuni 40 millions de dollars, ils ont eu l'accord de Sotheby's, ils ont eu l'accord d'un intermédiaire de paiement pour effectuer le paiement, réception paiement crypto, paiement à Sotheby's, voilà. Et au dernier moment, il y a un milliardaire qui a remporté l'enchère. Néanmoins, ils ont quand même récupéré 40 millions de dollars en 7 jours, ce qui me paraît, pour quelque chose, il n'y a aucun gain financier. Aujourd'hui, les DAO, donc les organisations autonomes et décentralisées, ça représente 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars en AUM, c'est-à-dire en trésorerie. Autre exemple que je trouve intéressant, donc là on lit la DeFi et les DAO, c'est Syndicate.io. Syndicate.io, c'est comme Enzyme, mais avec beaucoup plus de flexibilité. C'est-à-dire, vous pouvez donc du coup, c'est marqué, convertir n'importe quelle wallet Web3 en une DAO d'investissement. Donc là, vous liez du coup la DAO, l'utilité de regroupement de communautés en ligne, et la DeFi, donc avec le club d'investissement. Et alors ça, c'est un truc qui peut vous servir, je pense, qu'il faudrait que vous creusiez, parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire entre amis. Après, légalement, je ne sais pas si vous pouvez faire ça de manière industrielle, mais bon, entre amis, en tout cas, c'est possible. Et vous réunissez du coup autour d'une DAO, et vous pouvez prendre des décisions ensemble, vous pouvez installer... Et là, pour le coup, vous êtes tout à fait flexible. Hein. Alors que Enzyme vous bloque par rapport au certain nombre de possibilités que vous pouvez faire, donc vous n'avez que 40 actifs différents. Là, Syndicate vous permet de retirer les fonds de la DAO, les placer dans de l'immobilier réel, dans l'immobilier tokenisé, les retirer en euros, les mettre ailleurs, dans des sociétés, dans de l'equity tokenisé, bref. La limite, il n'y a pas de limite en fait avec Syndicate. Et en plus, ils offrent des solutions de mettre en place des entités légales. Par contre, c'est une LLC de l'AWARE, mais bon, au moins vous avez une entité qui permet de réceptionner et d'envoyer des paiements en euros ou dollars. Enfin, en dollars surtout. Donc Syndicate.io, notez bien, vous aurez les slides, si vous voulez mettre en place des clubs d'investissement entre vous, pour vous réunir, pour faire des investissements dans la crypto, dans les NFT, bref, entre vous, c'est une solution qui est très utilisée. Donc ça, c'est quelques statistiques pour vous montrer qu'on n'est qu'au début, mais qu'il y a quand même une traction intéressante. J'arrive plus à lire les chiffres, il me semble qu'il y a 2000 DAO d'investissement, 2500 DAO d'investissement. Donc on était parti de zéro en 2020 et là à 2000 en un an et demi. Donc il y a une traction qui commence à être poussée. Et en termes d'Ethereum déposé ou de fonds déposés, j'arrive plus à lire Club Cumulative Creation. Non, alors non, c'est 3000, c'est ça, c'est 3000, non, c'est ça, c'est 2000 Ethereum par DAO et plus de 2500 DAO d'investissement. Donc Syndicate.io commence à de plus en plus grossir actuellement. Ils ont fait une levée de fonds de plusieurs centaines de millions auprès d'investisseurs privés. Donc c'est une des plateformes montantes, je pense, de ce qu'on appelle des clubs d'investissement on-chain. Et l'avantage, en fait, de Syndicate, que je trouve vraiment cool, c'est que comme il y a la 100% flexibilité, vous pouvez retirer les fonds, vous pouvez les investir dans des actifs réels. Vous avez quand même là un dashboard, donc on ne voit pas super bien, mais en fait, ça c'est un peu le dashboard que vous voyez quand vous êtes connecté à votre fonds. Donc là, on voit les NFT possédés par la DAO d'investissement. Là, on voit le nombre de membres, donc là, ici, et on voit combien ils ont contribué.
Et là, il y a des petites lignes qu'on ne voit pas, mais les gestionnaires de la DAO peuvent aussi inscrire manuellement les transactions qu'ils ont faites hors du monde blockchain. C'est-à-dire, il y a 100 000 $ dans la DAO, vous pouvez retirer 10 000 $ en euros, voilà, les vendre et les mettre sur votre compte en banque, et investir 7 000 $ dans des dividendes. Et du coup, vous mettez une ligne à la main, voilà, investis 7 000 $ dans des dividendes, et tu peux écrire et donner la preuve de tout. Voilà. Bref. Donc tu peux avoir un reporting complet de tout ce que tu fais. C'est complètement transparent. Vous pouvez être 5-6 gestionnaires de fonds différents. Les possibilités sont démentielles, surtout avec la tokenisation qui commence de plus en plus. Vous avez tous entendu parler de la tokenisation immobilière. Il y a eu voilà, d'autres influenceurs qui ont parlé. C'est quelque chose qui commence à monter de plus en plus. Typiquement, ça peut rentrer dans une stratégie globale d'investissement et de diversification. Vous pouvez investir sur les cryptos, sur les NFT, sur la tokenisation immobilière, sur la tokenisation de l'or, sur la tokenisation d'equities. Ça existe aussi. Donc en fait, vous pouvez avoir un fonds d'investissement qui est réparti de telle manière où vous êtes super diversifié, où vous calculez le rendement, vous pouvez maîtriser les risques. Il y a vraiment zéro limite. Et ça, il n'y a que du coup, la blockchain qui le permet, et ce type de logiciel qui permet d'organiser et de sécuriser les interactions entre les utilisateurs, entre les gestionnaires de la plateforme et la transparence. Donc, comme j'ai dit, liberté de mouvement des fonds et interface très user-friendly, donc assez simple de s'en servir. En effet, si tu es gestionnaire, tu as intérêt à savoir ce que tu fais, mais en tout cas, en termes d'utilisation au quotidien, c'est assez simple. On commence à être bon. Oui, donc, la décentralisation et la dématérialisation des outils financiers, pour moi, c'est l'avenir. C'est des tendances qui vont faire qu'augmenter dans les prochaines années. Je pense que personne ici ne peut me dire le contraire. On est de plus en plus basé dans le digital et de plus en plus basé sur des stratégies d'investissement complexes, diversifiées. Et donc, pour moi, la blockchain permet de diversifier, de gérer les interactions entre les membres, de permettre à plein de gens de créer des clubs d'investissement. La seule chose qui est, voilà, que j'ai mis en haut là, qui est un peu touchy, c'est qu'en France, si vous voulez créer des fonds d'investissement, ça doit être régulé par l'AMF. Mais comme il n'y a pas de cadre légal, c'est très difficile de savoir à qui se déclarer, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on attend. Moi j'ai des amis qui ont lancé des DAO d'investissement qui fonctionnent très bien et qui ont des millions d'euros en fonds, en gestion de fonds, mais je leur dis, mais comment tu fais ça, quoi? Et il me dit, bah, écoute, on le fait, et ça marche, et voilà. Mais je dis, mais ouais, mais je veux dire, t'arrives à passer au niveau légal, et il me dit, ouais, mais écoute, il n'y a pas de juridiction. Donc on part du principe où si c'est pas illégal, après c'est à chacun de prendre ses risques. Nous, on le fait entre nous, d'accord, mais au moins il n'y a pas de personnes tiers qui pourront se plaindre. On le fait entre nous, on a fait des investissements communs, on a fait voilà, participer à des private sales, voilà, mais c'est entre nous. À voir si je pense qu'il faut voir des avocats spécialisés si vous voulez industrialiser la chose, mais en tout cas si vous êtes spécialiste d'investissement et d'analyse, ou vous vous associez même avec d'autres personnes qui sont bons en analyse, créer des fonds d'investissement sur Syndicate et ensuite mettre en place ça soit pour vos clients, soit pour vous-même, soit pour bref, pour moi, ça fait partie de l'avenir de l'investissement de manière générale. Donc, comme je dis, grâce à la tokenisation, vous pouvez investir partout. Vous pouvez faire des fonds d'investissement ultra diversifiés, ultra liquides. Voilà. Et en plus, c'est incensurable. Incensurable, anonyme, insaisissable. Ça bat en fait toute pratique connue aujourd'hui en fait. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez créer un fonds, si vous voulez faire des investissements en commun et tout, il y a beaucoup de contrats, beaucoup de régulations, beaucoup de choses. Donc c'est assez embêtant. Moi j'aime bien en tout cas être totalement libre de ce que je fais, et tout à fait libre merci, de ce que je mets en place. Et donc, en tout cas la blockchain c'est une évidence en fait, c'est une évidence. Alors. Il me reste 10 minutes, c'est ça? Alors, ça, c'est un point important qui est assez peu connu, qui est même très très peu connu. On n'est pas vraiment dans ce qu'on peut appeler de l'investissement. Il y a une tendance qui, je pense, va monter de par le fait que tout le monde devient des influenceurs aujourd'hui. Je vais poser une question peut-être qui se considère comme influenceur aujourd'hui? Ok, personne. Qui a une communauté en ligne? Pardon? On s'en fout en fait, peu importe. À partir du moment où tu as une interaction et des gens qui te suivent, c'est sûr si tu as 50 followers, on exagère, tu vois. Mais voilà. Si vous êtes, qui considère qu'il a une communauté en ligne et qui, s'il vous plaît, levez la main.
Ok, une vingtaine, je pense, 20, 25, 30 peut-être. Et donc du coup, il y a beaucoup de gens qui monétisent leur communauté par la vente de services. Ce qui paraît logique quand tu as une communauté, il y a majoritairement deux business models, c'est soit tu vends des services, soit tu sponsors d'autres services. Nous, avec Crypto, on a décidé de faire payer un service. Parce qu'on considère, plus particulièrement en crypto, qu'à partir du moment où ton business model est pas payant, c'est que tu es obligé de faire appel à d'autres sociétés pour te sponsoriser du contenu, et là, tu n'es pas indépendant dans ce dont tu parles, et du coup, tu es possiblement plus tenté de vendre des mauvais produits à ta communauté parce que tu as pris un chèque d'une société. Bref, autre sujet. Donc là, on va parler de ce qu'on appelle la creator economy, donc les social tokens. Si je vous dis ça, j'imagine que ça vous parle, l'économie des créateurs et les tokens sociaux. Est-ce qu'il y en a qui imaginent un peu ouais, tu imagines un peu okay. Je voulais poser des questions, mais non, peut-être que j'ai pas le temps. Donc, les social tokens, la creator economy, c'est quoi? Ça permet de capturer la valeur d'une communauté, autre et qui va plus loin que juste la création d'un contenu payant. Ça permet de monétiser sa communauté de manière plus complète, je trouve. Là, vous avez un graphique qui montre la croissance des social tokens. Donc les social tokens, c'est quoi? C'est tout simplement un influenceur, un créateur de contenu, quelqu'un qui a une certaine communauté, peu importe dans quel secteur. Donc il peut créer un token et du coup laisser place à peu importe les décisions et fonctionnalités qu'il a envie de mettre en place. Je peux vous donner un exemple. Un YouTuber qui crée un token et donc du coup les gens qui possèdent son token peuvent accéder, je sais pas, à un Discord avec un accès contact avec lui, voter les prochaines vidéos, mettre en place, faire voter sur les prochains partenariats qu'il va faire, les streams, l'heure, enfin bref. En fait, ça donne un pouvoir en plus à la communauté. Je ne sais pas si vous avez vu, mais YouTube, ils ont mis un bouton rejoindre désormais, donc vous pouvez payer 5 € pour soutenir un créateur. Et bah, typiquement, je pense que les social tokens, c'est l'augmentation, c'est l'amélioration de la fonctionnalité de ce type de service. Donc les social tokens, petite data, on était à 0 en 2019, on est à, j'arrive pas à bien lire, il me semble que c'est 5000 tokens différents et 24 000 personnes qui détiennent des social tokens. Donc 24 000 personnes, c'est pas beaucoup. Donc on est vraiment sur une tendance qui fait que commencer. Je vais vous donner l'exemple de Alexandre Masmej, que je trouve admirable. C'est un Français en plus. C'est un Français qui a tout lâché pour aller aux États-Unis pour essayer de créer sa start-up. Et donc Alexandre Masmej, c'est le premier au monde à avoir lancé un social token. Donc en fait, il n'avait pas d'argent, il est arrivé aux États-Unis, il n'avait pas d'argent. Il s'était fait une petite communauté en ligne parce qu'il diffusait du contenu et des analyses crypto sur Twitter. Twitter, c'est un peu la sphère des geeks de la crypto. Et donc, il avait une petite communauté et il n'avait pas d'argent. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, vas-y, j'ai envie que vous m'aidiez parce que vous me supportez et vous-même, vous demandez de m'aider. Et donc, il a vendu des social tokens. Et en échange de ces social tokens, donc il a reçu de l'argent. Il a reçu, il me semble, 200 000 $ à l'époque, ce qui est pas mal quand même, gratuitement, sans gain financier derrière. Et en plus, il n'avait même pas forcément une utilité au token de base. Il a juste dit, donnez-moi de l'argent et prenez un social token, quoi. Et ça a plu à la communauté, puis c'était quelque chose de nouveau. Et donc en fait, après, il a donné des utilités à ce token. Typiquement, il faisait un control my life. Il mettait en place un système de vote et toutes les personnes qui avaient son token pouvaient se connecter à l'application et voter. Il pouvait diriger sa vie pendant X heures. Et donc c'était drôle parce qu'il y avait plusieurs centaines de personnes qui possédaient le token et ils lui ont dit « tu dois faire un marathon là, tu dois t'entraîner tous les jours pour courir le marathon ». Alors qu'il était comme ça et que… Bon bref, c'est drôle, ça lui met des challenges et du coup il a lancé cette tendance des social tokens. Donc c'est un Français, donc voilà, il faut le reconnaître. Donc comme je vous ai dit, un social token a beaucoup d'utilités différentes. J'ai pris l'exemple de YouTube parce que c'est parlant, mais en fait vous pouvez l'appliquer si vous êtes sur Instagram, si vous êtes… bref, en fait, vous avez des utilités qui vous, que votre imagination pourrait mettre en place. En fait. Donc là pour YouTube, comment ça marche? Typiquement, vous détenez par exemple, ou un streamer par exemple, streamer ou YouTube, vous détenez des tokens d'un streamer et en échange, vous avez le droit qu'il cite votre nom quelque part, comme ils font aujourd'hui avec les donations, sauf que l'avantage des social tokens, c'est que tu ne dépends pas d'un tiers pour donner l'argent. Parce que si demain Twitch, il dit c'est plus 20% de frais, c'est 30%,
bah, peut-être au bout d'un moment, voilà, c'est le pied dans la porte. Hein. Une fois qu'il te dit c'est plus 5, c'est 10, tu fais OK. C'est 15 et 20. Enfin, après, voilà, après, tu finis par donner 50% de tes revenus à la plateforme et puis tu ne peux plus rien faire parce que de toute façon, tu gagnes ta vie avec. Et donc, donner un accès à des réductions, par exemple, pour des services. S'il y a des gens qui vendent des services, tu peux payer dans le social token de la personne. Pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, si tu veux payer le service, tu dois acheter le token. Donc du coup, tu fais de la pression à l'achat sur le token, qui permet de faire un peu monter le token. Et si la personne a bien travaillé son modèle derrière, bah lui, il vend du token pour équilibrer le prix, et c'est comme ça qu'il se rémunère lui. Et l'avantage, c'est que voilà, il suffit d'avoir une traction, un volume, une communauté. Puis après, tu peux avoir un token qui a une belle valeur, qui se vend bien, et qui au final, tu gagnes beaucoup plus d'argent à avoir un social token qu'à vendre des services de manière classique. Et en plus, l'avantage des social tokens, c'est que c'est en crypto-monnaie. Donc je vous laisse imaginer ce que vous pouvez faire derrière. Donc des expériences exclusives, des laissez-passer pour du contenu premium, un accès à peu importe le service. Les social tokens, ça permet de relier plus, d'après moi, la communauté à l'influenceur, au créateur de contenu. Et donc, quelque chose sur lequel il faut se renseigner pour vous-même, je pense, à un moment donné. De toute façon, je pense clairement que si vous créez du contenu sur Internet et que vous ne vous renseignez pas au moins sur cette tendance-là, vous allez être has-been un jour ou l'autre. Donc, autre exemple, les détenteurs du token de la plateforme, du streamer ou de la personne qui est sur YouTube, ils peuvent toucher par exemple une partie des revenus de la chaîne YouTube, en fait. Ça donne une incitation. Ouais, à 4 minutes. OK, je vais aller vite alors. Autant de cas d'usage que votre imagination. Primordial pour les créateurs en ligne, comme je l'ai dit. Économie de communauté, brisant les intermédiaires. Et la censure, ça c'est le plus important, la censure. Si vous êtes un créateur de contenu et que vous diffusez un jour du contenu qui ne plaît pas à la plateforme, on le sait très bien, hein, Google, YouTube, ils vous disent ciao, ils vous suppriment votre chaîne et puis vous n'avez plus de communauté. Donc voilà. Moi, je voulais baser sur ma stratégie d'investissement, je n'aurai pas forcément trop le temps. De toute façon, vous aurez les slides. Si vous avez des questions rapidement, dites-moi. Je suis allé vite, mais désolé pour la fin. Voilà. C'était dense, hein? Vous êtes en train de traiter l'information. Oui, s'il te plaît, en rouge. Est-ce qu'on peut lui donner un micro, s'il vous plaît? Un micro pour la demoiselle en rouge. Ouais. Bonjour. Merci pour ta présentation. Alors moi j'ai une question, tu parlais des DAO tout à l'heure. Tu as présenté beaucoup de sociétés en disant que l'avantage c'était inclusif, qu'il n'y avait pas de restriction à l'entrée. Est-ce qu'il y a quand même certaines restrictions à l'entrée? Parce que quand tu montes un fonds d'investissement, est-ce que tu peux décider de qui va intégrer le fonds d'investissement ou est-ce que c'est nécessairement ouvert à tous ceux qui le souhaitent? Et à partir du moment où tu disposes des fonds sur la plateforme, comment est-ce que tu fais concrètement pour les utiliser dans des investissements physiques, dans des tous les jours? Tu parlais d'investissement immobilier, comment ça marche? Alors oui, quand je dis c'est tout à fait inclusif, c'est qu'il n'y a pas de restriction. En fait, la restriction, c'est le créateur du fonds qui la met. Mais de toute façon, tu ne peux pas faire une restriction, parce que les gens qui interagissent avec ton fonds décentralisé, c'est des adresses, en fait, Ethereum ou peu importe la blockchain sur laquelle tu es. Donc tu ne peux pas vérifier qui est la personne derrière. Donc tu ne peux pas forcément savoir qui il y a. Donc oui, c'est ouvert à tous, pour répondre à ta première question. Et seconde question, comment tu fais ensuite pour retirer l'argent? C'est simple. Tu crées une DAO d'investissement qui est donc sur un portefeuille. Tous les gens qui envoient des fonds sur la DAO récupèrent du coup un token, pas en récompense, mais en prorata pour pouvoir faire des votes ou pour même brûler les anciens tokens pour récupérer leur trésorerie. Et donc, derrière, tu reçois les fonds sur ton fonds d'investissement. Après, tu peux les envoyer sur Binance, les vendre en euros, les récupérer et puis faire un investissement dans la vie réelle ou investir sur des actifs tokenisés. Donc, tu peux les récupérer. La seule problématique, c'est qu'il n'y a pas de cadre légal pour ça. Et donc, du coup, si tu récupères des crypto-monnaies en euros sur ton compte en banque et que tu ne les déclares pas, parce qu'en effet, ce n'est pas une prise de plus-value, c'est un fonds d'investissement. Et comment tu justifies ça? C'est la problématique des fonds d'investissement, c'est qu'il n'y a pas de juridiction, et donc c'est très difficile de faire ça. L'esprit lâche, quoi. Tu es obligé de faire appel soit à un avocat, soit pas le faire, quoi. Enfin, nous, on a décidé de ne pas le faire de manière industrielle parce qu'on a investi beaucoup d'argent dans des avocats et aucun n'a pu trouver une solution légale pour le faire de la manière dont on voulait. Donc on a resté ça sur un cercle privé. Mais du coup, tu retrouves dans les travers humains, ou à partir du moment où c'est sorti de la blockchain, ça a été transformé en euros, Ah oui. ça peut être invité dans une SI par exemple, Oui. il n'y a plus de contrôle de Ah bah non. ce qui se passe faire. Ah non, en effet. Comment est-ce que les personnes qui peuvent participer à cet investissement peuvent savoir quel va être leur
Alors, c'est pour ça qu'il faut investir dans des fonds d'investissement où tu connais le gestionnaire. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de groupes d'amis ou de personnes connues, qui seraient reconnues et qui donc seraient identifiables. Et pour le coup, qui eux, voilà, leur identité, on la connaît. Mais alors, en effet, tu peux pas. Après, les travers de l'humain, c'est pareil partout. Hein. Je veux dire, on connaît des gens qui ont levé des fonds voilà, qui sont partis avec l'argent. C'est comme ça. Hein. L'humain, peu importe si c'est en crypto ou en euros. Hein. De toute façon, s'il veut partir avec l'argent, il pourra. Après, comme je t'ai dit, c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui industrialisable, parce qu'on est sur quelque chose d'anonyme, pas de cadre légal. Voilà. Mais c'est une tendance qui monte, c'est une tendance sur laquelle il faut se renseigner. Et comme je vous dis, tu peux faire ça entre amis. Et là, entre amis, il n'y a pas de problème de se dire les travers de l'humain, parce que vous investissez entre vous. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question ou... Oui, ça répond à ma question. Mais du coup, on peut décider à la base de faire entre amis. Alors, tu peux décider qui contrôle la gestion. Vous pouvez même décider d'être plusieurs à contrôler la gestion. Par exemple, il y a ce qu'on appelle un multisig, multisignature. Et donc, tu peux dire que pour déplacer des fonds de cette DAO, il faut être 3, par exemple, à signer une transaction en même temps. Ce qui fait que ça réduit le champ des possibles sur le fait que voilà, il y a quelqu'un qui va partir, parce qu'il pourra partir, mais sans les fonds. Et ensuite, tu peux décocher, entre guillemets, le fait qu'il puisse retirer les fonds de son portefeuille. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Enfin, il y a des restrictions possibles et faisables. Tout le monde a la question? Vraiment a la question? Je suis très fort. Si vous avez plus de questions, venez me voir en privé ou contactez-nous sur les réseaux sociaux pour plus de précision, mais vous avez déjà pas mal de ressources là. Bonjour. Quand je t'écoute, j'ai plus envie d'investir dans la crypto, et un peu comme avec Raphaël et Tigran. Ouais. Et qu'est-ce que tu me conseillerais pour commencer? Je connais pas du tout. Alors, tu n'as pas de crypto-monnaie, toi, tu as des a priori, ou tu n'as pas envie parce que tu ne connais pas l'écosystème et que tu as peur de faire des conneries? C'est ça. Bah, moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est déjà d'essayer de comprendre Bitcoin et pourquoi il existe. Donc voilà, pas besoin de faire des dessins, hein. C'est une monnaie décentralisée, sans contrôle étatique, ça parle à tout le monde. Après, tu essaies de comprendre comment fonctionne la blockchain, ça aide un peu. Parce qu'une fois que tu démystifies un peu la technologie derrière, sans rentrer dans le détail, moi je n'ai pas un master en analyse de finances et je ne suis pas non plus ingénieur informatique. Et pourtant, j'y arrive bien. Donc déjà, comprendre ce que c'est Bitcoin, comprendre comment il fonctionne, peut-être aussi de comprendre les smart contracts et Ethereum, pour comprendre. Et du coup, là, tu as tout le champ des possibles qui s'ouvre à toi. Et ensuite, moi, ce que je conseille de manière générale, c'est que si tu n'as pas le temps, ou pas l'envie, ou pas les connaissances, tu achètes un peu de Bitcoin, et puis au fur et à mesure... Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à investir, et j'ai investi au fur et à mesure plus de mes connaissances. Tu fais du invest and learn, en fait. Tu t'investis, et puis plus tu apprends, plus tu investis. Donc, commencez doucement, commencez petit, comme... Non.